Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et bienvenue dans l'analyse de cette phase 2 du Marvel Cinematic Universe. Alors posons les choses tout de suite, cette deuxième phase n'est vraiment pas ma préférée. Plusieurs problèmes découlent de cette phase 2. Le premier étant des effets d'annonce qui ont laissé présager l'arrivée de certains éléments aux spectateurs qui ne sont finalement jamais arrivés. Le deuxième problème est un humour qui prend de plus en plus d'importance et désamorce tous les effets dramatiques des films de la phase 2, mais aussi ceux de la phase 3. Et cela empêche la dimension épique que la saga devrait avoir. La phase 2 est composée de 6 films sortis entre avril 2013 et juillet 2015, à savoir Iron Man 3, Thor The Dark World, Captain America The Winter Soldier, Guardian of the Galaxy et Avengers 2 Age of Ultron ainsi que Ant-Man. Tout comme pour la phase 1, je vais opérer à un petit changement en me basant sur la chronologie du MCU. Alors, voyez Ant-Man là, vous le voyez, hop, je le déplace en début de phase 2 et je vais prendre Guardian of Galaxy volume 2 pour le mettre juste après le volume 1 pour rester en accord avec le récit tel que souhaitait nous le raconter James Gunn. Un autre petit problème, le succès d'Avengers a donné tout un tas de produits dérivés que je nommerai les rejetons du MCU. Alors cela concerne des séries télé, mais aussi des comics qui se déroulent dans l'univers du MCU. Mais mis à part les 2 ou 3 premières saisons de Agent of S.H.I.E.L.D. qui expliquent la chute de l'Hydra et complètent les films Captain America, Winter Soldier et Age of Ultron, la plupart de ces rejetons n'ont aucune incidence sur les films du MCU. La série Inhuman reprend le concept des frères ennemis qu'il existait déjà entre Thor et Loki. La série Agent Peggy Carter nous raconte ce qu'est devenu l'agent britannique après la disparition de Steve Rogers à la fin de la Seconde Guerre mondiale et se déroule pendant la guerre froide. Il y a tout un tas d'autres séries ou même de comics qui vont nous expliquer des intrigues laissées en suspens par la saga des films. Les seules séries dont je ne peux renier l'intérêt sont celles proposées par Marvel Netflix, dont la qualité varie d'une saison à une autre. De plus, comme je disais, ce que vivent ces personnages dans leurs séries respectives n'a aucune incidence sur les films du MCU. Enfin, le dernier problème, la chronologie. Pendant longtemps, il a été difficile de véritablement situer chronologiquement les événements qui lient les films. Après de multiples remaniements de la timeline du MCU, nous pouvons enfin poser des dates sur ces derniers. Donc, mis à part Captain America et Captain Marvel, qui se situent dans le passé, nous savons que les événements des films de la phase 1 se situent entre 2009 et 2012, ceux de la phase 2 entre 2013 et 2015, et ceux de la phase 3 entre 2016 et 2018. Mais même après avoir opéré un remaniement complet de toute la timeline pour que tout semble cohérent et harmonieux, il persiste quelques petits problèmes, notamment l'absence des Avengers durant les événements de Iron Man 3 et Thor The Dark World, mais aussi l'existence des Guardians of the Galaxy. Mais je développerai tout ça dans la suite de la vidéo. Embarquons donc pour la série de films la plus désastreuse du MCU, accrochez-vous bien, compte à rebours, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais devoir faire un petit détour. Je vais devoir vous parler de l'enjeu principal de la phase 2 et de la phase 3, à savoir les pierres de l'infini. Alors il s'agit de 6 pierres apparues à la création de l'univers, représentant 6 grands pouvoirs ou concepts cosmiques. L'espace, la puissance, l'âme, la réalité, l'esprit et le temps. Elles ont les couleurs de l'arc-en-ciel et évidemment, pour surprendre le spectateur, Marvel Studios a choisi de changer ce code de couleur par rapport à celui établi dans les comics. Lorsqu'un individu rassemble ces 6 pierres sur un gant, il devient un dieu vivant et omnipotent, pouvant faire ce qu'il veut. Dans les comics, le but de Thanos est de rassembler ces 6 pierres afin de charmer la femme de sa vie, la mort. Son but dans les films est tout autre, ce qui lui donne beaucoup plus d'intérêt et de profondeur. Les films de la phase 2 mettent du temps à exposer les pierres, et même lorsque c'est fait, le concept reste peu accessible au spectateur lambda. Tout lecteur qui se respecte sait que la pierre de l'âme est liée au personnage d'Adam Warlock. C'est un héros cosmique, un
être artificiel qui acquit une âme et une personnalité grâce à cette pierre. La connexion qui existe entre cette pierre et Adam Warlock est tellement forte qu'il jouera un rôle essentiel dans la défaite de Thanos dans les comics. Marvel Studios et James Gunn nous a teasé 2 fois l'arrivée de Adam Warlock dans les films Guardians of Galaxy volume 1 et volume 2. Adam Warlock allait être au cœur du scénario de Guardians of Galaxy 3, mais James Gunn s'est fait licencier, ou plutôt éjecter, de Marvel Studios, et donc le scénario est en cours de remaniement. Et pour ce qui est de la pierre de l'âme, le film Infinity War trouvera une autre manière de la faire apparaître et la mettre en valeur. Il me semblait essentiel de faire cette petite interlude pour que vous puissiez comprendre l'enjeu et les problèmes scénaristiques de la phase 2 et de la phase 3. Alors, pouvons commencer l'analyse et on attaque avec ce désastreux film appelé Iron Man 3. Sorti dans nos salles le 24 avril 2013, ce film est écrit et réalisé par Shane Blake, qui est connu pour avoir été le scénariste de L'Arme Fatale 1, 2 et 3. C'est son premier film en tant que réalisateur et sûrement le dernier. Les événements du film nous sont racontés par Tony Stark, ce qui signifie que quel que soit le danger qu'il a rencontré, il y a survécu. Ce genre de narration a pour défaut de briser les effets dramatiques, et cela a pour conséquence que le spectateur ne s'inquiète jamais pour le héros. Le film démarre par un flashback en 1999 en Suisse lors du Nouvel An où Tony rencontre le professeur Jensen, Maya Hansen et Aldrich Killian lors d'une convention scientifique. Il joue un mauvais tour à Killian qui l'attend pendant des plombes sur le toit pour lui parler d'un projet et charme Maya qui travaille actuellement sur le virus extremis. C'est un programme de régénération cellulaire dont le processus semble pour le moins instable. Un petit saut dans le temps jusqu'en 2012, quelques mois après les événements de New York, Tony semble pris de crise d'angoisse suite à son expérience dans l'espace et s'est mis à construire des dizaines d'armures pour se préparer à une nouvelle invasion extraterrestre. Il vit avec Pepper, toujours présidente de Stark Industries, et essaye tant bien que mal d'avoir une vraie relation de couple. Divers attentats frappent le pays et semblent être perpétrés par des bombes humaines au sens littéral et ces attaques sont revendiquées par le Mandarin. En parallèle, Killian tente une nouvelle fois de s'associer à Stark Industries en faisant du charme à Pepper. Happy finit par être touché par une des bombes et Tony déclare la guerre au Mandarin qui ripostera en détruisant sa maison. Après tout un tas de péripéties, dont le kidnapping du président des États-Unis, Tony et son Iron Legion affrontent Killian, dopé au virus extremis. Ce dernier lui révèle qu'il est le véritable Mandarin, l'homme caché derrière l'organisation, les 10 Anneaux, qui a kidnappé Tony quelques années auparavant. Après la défaite de Killian, Tony détruit toutes ses armures et se fait enfin opérer pour enlever les morceaux de shrapnel toujours coincés dans son cœur. Tony semble aller mieux et avoir exorcisé ses angoisses. Et voilà, nous arrivons à la première incohérence du film. Lorsque Avengers 2 commence, il est toujours angoissé à l'idée que la Terre soit à nouveau envahie et que les Avengers ne soient pas de taille. C'est pour cette raison qu'il crée l'intelligence artificielle Ultron qui avait initialement pour programme d'utiliser l'Iron Legion comme une armée défensive. La deuxième incohérence est l'absence totale du Shield durant les événements du film. Il n'y a ni Nick Fury ni Black Widow, et encore moins l'agent Coulson, trop occupé à jouer le rôle principal de la série Agent of S.H.I.E.L.D. C'est assez étonnant que le président des États-Unis se fasse kidnapper et que aucun membre du S.H.I.E.L.D. n'essaye d'aller le secourir. Dans la scène post-générique, on nous révèle que Tony s'adressait à Bruce Banner tout au long du film, ce qui pourrait nous montrer un certain lien d'amitié entre les deux hommes, mais cela sera suffisamment exposé dans le deuxième Avenger, et le caractère humoristique de la scène la rend anecdotique. Conclusion, Iron Man 3 n'apporte rien de neuf ou d'intéressant en ce qui concerne le personnage de Tony, mais n'apporte rien non plus sur l'intrigue des pierres de l'infini et de Thanos lancée à la fin d'Avenger. Iron Man 3 est sûrement le film le plus inutile de cette phase 2. Et on enchaîne les catastrophes avec Thor The Dark World. Sorti le 30 octobre 2013, ce second volet nous montre Thor essayant de rétablir l'ordre dans les 9 royaumes tombés dans le chaos après la destruction de Bifrost dans le premier film. Pour ce qui est des méchants, nous avons droit à Malekith, roi des elfes noirs qui complotent pour retrouver l'éther, la source du pouvoir de son peuple. Seulement, il y a une condition pour retrouver l'éther. Il faut attendre que les planètes du système solaire entrent en alignement. Et devinez sur quelle planète elle apparaît? Allez, devinez. La Terre, évidemment. Et parce que le sort s'acharne, le pouvoir de l'éther va utiliser Jane Foster, la petite amie de Thor, comme catalyseur. Thor va devoir alors protéger sa copine des elfes noirs et éviter que le pouvoir qui sommeille en elle finisse par la tuer. Alors on va faire court. Le second
l'envolée de Thor a exactement les mêmes défauts qu'Iron Man 3. Une histoire d'amour dont on se fiche éperdument, un humour trop présent, les Avengers et le Shield toujours aux abonnés absents, et cela malgré une invasion de Londres par une armée d'elfes noirs, tout droit sorti d'un épisode de Power Rangers, sans oublier les scènes complètement repompées à la prélogie Star Wars. Putain, ce film c'est vraiment n'importe quoi. Il y a tout de même 2 points positifs. La première est la présence de Tom Hiddleston qui joue encore le rôle de Loki, mais malheureusement le manque d'originalité est au rendez-vous et on essaye de nous faire croire encore une fois que le dieu de la malice meurt pendant le film, et en fait non. À la fin du film, pour la 2e fois de sa vie, Loki finit par réaliser son rêve, devenir le roi d'Asgard. Le 2e point positif est que l'on introduit enfin le spectateur au concept de pierre de l'infini. La scène post-générique montre Volstagg et Sif confiant la pierre rouge, l'éther, à un extraterrestre nommé le collectionneur. Parce que, retenez bien cette phrase, il est trop dangereux d'avoir 2 pierres de l'infini proches l'une de l'autre. Les quelques révélations qui nous sont offertes ici vont être balayées par celle d'une scène avec Thor dans une caverne lors de Age of Ultron. Cette scène post-générique aurait très bien pu servir de scène d'introduction à... Mais nous verrons cela après. Ce film est l'ombre de ce qu'il aurait dû être. À l'origine, il devait être réalisé par Patty Jenkins, qui avait le soutien de Natalie Portman. Mais Marvel Studios préféra un Yes Man lambda qui a réalisé quelques épisodes de Game of Thrones. Ce choix contraria tellement Mademoiselle Portman qu'elle jura de ne plus jamais participer à aucun des projets de Marvel Studios, et pour ce qui est de Patty Jenkins, elle ira voir chez la distinguée concurrence et réalisera le film Wonder Woman. D'ailleurs, puisque je parle d'un héros armé d'un bouclier, il est temps de s'attaquer à Captain America, The Winter Soldier. Enfin, nous arrivons à un bon film, un qui a un vrai intérêt d'un point de vue narratif. Sorti le 26 mars 2014, ce film a été réalisé par les frères Russo. La quête des pierres de l'infini est mise en suspens au profit d'une intrigue d'espionnage avec une touche du célèbre 1984 de George Orwell. Winter Soldier nous montre un Steve Rogers qui travaille désormais pour le Shield et qui s'habitue tant bien que mal au 21e siècle. À la suite d'une prise d'otage des agents du Shield par des mercenaires, Nick Fury découvre que l'Hydra a infiltré son groupe depuis plusieurs années et compte utiliser la nouvelle arme du Shield pour restaurer un nouveau régime fasciste. L'Hydra lance alors à ses trousses son meilleur tueur, le soldat de l'hiver. Après que Nick Fury fut déclaré mort, Captain America devient un fugitif et ne sait pas vraiment à qui se fier. Il trouvera des alliés en la personne de Black Widow, toujours jouée par Scarlett Johansson, et Sam Wilson alias The Falcon. Il découvrira que le Winter Soldier n'est autre que son meilleur ami Bucky, mis en animation suspendue par l'Hydra, qui lui fait subir régulièrement des lavages de cerveau pour lui confier des missions d'assassinat. Et là, je ne critiquerai pas l'absence des Avengers dans ce film. Thor n'a pas à se sentir concerné par ce genre de problème propre à l'espèce humaine. Banner doit éviter absolument toute situation stressante. Et Tony aurait pu être utile, mais son ego surdimensionné aurait sûrement pris toute la place à l'écran et dans le scénario. Reste Hawkeye, mais l'archer va bénéficier d'un tel développement scénaristique dans Age of Ultron que son absence n'est pas choquante. Pour ma part, je trouve sincèrement que Sam Wilson est un très bon acolyte. Donc pour moi, l'absence des Avengers dans ce film n'est pas un problème. Durant le combat final, Captain America et ses compagnons d'armes arrivent à empêcher le piratage des 3 vaisseaux, non sans détruire une partie du Disque-Lion, la base du Shield. Les agents renégats sont emprisonnés ou laissés pour morts et le Shield est démantelé par le gouvernement américain. Les frères Russo ont décidé de nous gâter. Le film nous offre 2 scènes post-génériques. Dans la première, nous pouvons voir que l'Hydra a récupéré le sceptre des Kitori et l'a utilisé pour créer 2 êtres surhumains, des optimisés, Wanda et Pietro Maximoff, qui seront connus sous le nom de Scarlet Witch et Quicksilver. Ils feront partie des antagonistes du second Avenger, Age of Ultron. La deuxième scène post-générique, quant à elle, nous montre un Bucky en cavale visitant le musée de Captain America. Il semble retrouver peu à peu sa mémoire. Tout en étant intéressant en tant que film d'action, Winter Soldier pose des bases exploitables pour les films Age of Ultron et Captain America Civil War. Et c'est pour cette raison que je le considère comme indispensable au visionnage de la saga du MCU. Et maintenant, nous allons passer à la critique que vous attendez le plus, The Guardian of the Galaxy. Sorti au mois d'août 2014, Guardian of Galaxy a été écrit et réalisé par James Gunn. Et de tous les films de cette phase 2, c'est sûrement celui que le public considère comme le plus fun. Et c'est vrai qu'il était rafraîchissant, coloré et cartoonesque. Il exploitait le côté SF de l'univers Marvel et la BO déchire. C'était plutôt nouveau et ça faisait du bien, c'est vrai. De plus, l'intrigue du film tourne autour de Thanos et d'une des pierres de l'infini, celle de la puissance.
Lorsque je suis sorti de la salle, je me sentais bien et j'avais vraiment aimé ce film. Sauf que le film provoque autant de problèmes qu'il n'apporte de révélations. Premièrement, il fait ce qu'aucun film n'a fait avant lui, il date précisément l'action durant laquelle se déroulent les événements, ce qui va soulever des questions par rapport à la chronologie du MCU. Nous commençons donc en 1988 par un flashback où le jeune Peter Quill est kidnappé par des extraterrestres après la mort de sa mère. Nous le retrouvons 26 ans plus tard, soit en 2014, où il semble être devenu une sorte de chasseur de primes de l'espace. Il a pour mission de récupérer une orbe pour un mystérieux commanditaire. Des guerriers de la race des Kree veulent lui voler son trésor, mais notre héros arrive tout de même à s'échapper. Star-Lord va alors vivre plusieurs péripéties, dont je vous passe les détails, mais toujours est-il qu'il va fonder la pire équipe de bras cassés de l'espace lors de son passage en prison, c'est Guardian of the Galaxy. En parallèle, nous découvrons que la race des Kree, sous le commandement de Ronan l'accusateur, sont en guerre avec le Nova Corps, qui représente l'autorité galactique. Pour son coup d'état, Ronan compte sur le soutien de Thanos en échange de l'orbe qui contient l'une des 6 pierres de l'infini. Et là, on va devoir faire un arrêt sur image, parce que voilà le grand méchant de cet univers. Thanos, un gros branleur qui ne bouge pas son cul de sa chaise et qui attend qu'on lui apporte gentiment les 6 pierres de l'infini. Voilà. À ce moment précis de l'histoire, Thanos sait où sont 4 des 6 pierres et il reste planté là à attendre qu'on les lui ramène sagement. Il y en a une sur Asgard dans le Tesseract, il y a l'Éther, la pierre rouge cachée chez le collectionneur, qui se trouve être le commanditaire de Star-Lord, celle que les Guardians transportent sur eux, et une sur Terre, dans le sceptre des Kitori que Thanos lui-même a donné à Loki. Putain! Alors le film pose une condition quant à l'usage des pierres. Un être ordinaire ne peut pas saisir une des pierres sans y risquer sa vie. Pourtant, à la fin du film, Ronan semble exploiter la pierre de la puissance sans aucun problème et Star-Lord arrive lui aussi à saisir la pierre et survit à l'expérience. Le deuxième volet de la saga va se charger de nous expliquer les origines aliens de Peter Quill, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout puisque cela n'aura aucun impact durant le combat contre Thanos dans Infinity War. Après la défaite de Ronan, les Guardians confient la pierre de la puissance au Nova Corps et repartent tranquillement mettre le bordel un peu partout dans la galaxie. Avec le recul, la scène post-générique de ce film s'est révélée être complètement inutile, donc passons au second volet. Toujours réalisé et scénarisé par James Gunn, ce deuxième volet se déroule quelques semaines après la fin du précédent film. Force de constater qu'il n'est rien d'autre qu'un remake du premier, il exploite les mêmes ressorts humoristiques que son prédécesseur et n'apporte rien de nouveau en ce qui concerne l'intrigue des pierres de l'infini. James Gunn et Marvel Studios se sont même permis de nous jouer un mauvais tour, à nous, les spectateurs. Ils nous ont fait spéculer sur une possible trouvaille de la dernière pierre de l'infini. Je rappelle que le film est sorti le 19 avril 2017, soit 6 mois après Doctor Strange, et il ne restait plus qu'une seule pierre à découvrir avant l'arrivée de Thanos à Infinity War. C'était la pierre de l'âme, supposément de couleur orange. Une partie de l'esthétique du film, qui nous a été montrée dans les trailers, nous laissait penser qu'on allait rencontrer enfin Adam Warlock, le détenteur de la pierre de l'âme dans les comics. Eh bien non, le film se contente d'annoncer l'arrivée de celui-ci dans la scène post-générique. James Gunn voulait sûrement nous raconter la rencontre entre les Guardians et Adam Warlock dans le 3e volet, mais vu qu'il a été viré de Marvel Studios, cela me semble compromis. Applaudissons très fort Monsieur James Gunn pour sa participation quasi inutile au MCU et pour avoir rendu grotesque une bonne partie des personnages cosmiques de l'univers Marvel. Wouhou! A vraiment bien joué, du beau travail mec. Ah Monsieur James Gunn, j'aimerais tellement vous dire que vous allez nous manquer, mais je n'ai jamais su mentir. Nous arrivons au dernier film, Avengers 2, Age of Ultron. Sorti le 22 avril 2015, le film a été scénarisé et réalisé par Joss Whedon. Alors accrochez-vous bien parce que le scénario est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le film s'ouvre sur les Avengers réunis pour détruire la dernière base de l'Hydra en Sokovie et récupérer le sceptre de Kitori. Ils font face à 2 êtres optimisés, les jumeaux Maximoff, Wanda et Pietro. Pietro est doué de super vitesse et Wanda a des pouvoirs parapsychiques. Elle est télékinésiste, crée des illusions, enfin bref, c'est une sorte de médium. Elle trompe Tony Stark en lui montrant sa plus grande peur, le retour d'une invasion alien et la perte des Avengers. Cette angoisse va le pousser à créer Ultron, une intelligence artificielle avec l'aide de Bruce Banner, qui est censé prendre le contrôle de l'Iron Legion et seconder les Avengers pour protéger la Terre. Ils utilisent le sceptre des Kitori, mais surprenamment, les choses tournent mal. Ultron se retourne contre
contre ses créateurs et décide que pour sauver l'humanité, il fallait la détruire. Et c'est là le thème principal de ce second Avengers, l'humanité. Ce sont ses angoisses, la peur de perdre ses proches, qui poussent Tony à créer Ultron sans en parler à ses coéquipiers. C'est le désir de vengeance propre à l'espèce humaine qui pousse les jumeaux Maximoff à s'allier à Ultron car ils veulent venger leurs parents tués par une arme fabriquée par Stark Industries. C'est aussi par désir de ressembler à l'homme qu'Ultron essayera de s'incarner d'un corps synthétique et enfantera indirectement la Vision. Mais celui qui incarne le mieux cette idée, c'est Hawkeye. Nous découvrons que derrière son masque de dragueur frivole se cache un père de famille qui a tout fait pour protéger sa femme et ses enfants des menaces que pouvait amener son appartenance au Shield et membre des Avengers. Enfin, c'est cette humanité qui, malgré tous ses défauts, mérite d'être protégée et d'avoir un avenir qui fait la raison d'être des Avengers. Alors, lorsque je dis que le scénario est plus compliqué qu'il n'y paraît, c'est parce que Joss Whedon dut rajouter des scènes à son film afin de rattraper tous les trous scénaristiques laissés par les autres films de la phase 2, mais aussi pour préparer à certains événements de la phase 3, comme par exemple le passage de la recherche du vibranium qui présente le royaume du Wakanda et prépare à l'arrivée de Black Panther. Il y a aussi la dispute entre Tony et Steve chez Hawkeye qui sont en fait un prémisse aux événements de Civil War. Ce ne sont que de simples exemples, mais le résultat est que le film donne l'impression qu'il traîne parfois en longueur pour rien et peut perdre le spectateur avec des détours a priori inutiles. Bilan de cette phase 2. Vous l'avez compris, c'est un résultat en demi-teinte puisqu'à mon sens, seulement 3 films sur 6 sont utiles à la cohérence scénaristique du MCU. Captain America Winter Soldier des frères Russo développe le personnage de Steve Rogers et son aversion pour le contrôle de surveillance absolue qui va amener à Civil War. Guardians of Galaxy Volume 1 de James Gunn utilise les héros cosmiques des éditions Marvel non sans égratigner leur charisme et leur importance au passage. Et Age of Ultron de Joss Whedon qui tente tant bien que mal de maintenir une dimension héroïque et humaine à la saga du MCU. Après le burn-out et le départ de Joss Whedon des studios Marvel ainsi que le licenciement de James Gunn, les seuls véritables victorieux de cette phase 2 ne sont certainement pas les spectateurs ou les lecteurs de comics, mais bel et bien les frères Russo qui vont être en charge de la réalisation de Civil War, Infinity War et de la conclusion de cette saga Avengers 4. Alors, est-ce que la phase 3 a réussi à redonner une dimension épique aux héros Marvel? Va-t-on enfin savoir les motivations de Thanos? Les Avengers arriveront-ils à rester unis face à l'adversité? La réponse dans la prochaine vidéo.